Bon, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau Connecté Né. Après une petite pause de quelques semaines, nous voilà repartis sur notre habitude de chaque 2 semaines. Donc là, j'en profite rapidement avant qu'on commence, comme je le fais d'habitude, pour remercier les organismes financeurs du programme, qui sont la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada et puis le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons. J'ai pas grand-chose d'autre à dire en fait. Le sujet du jour, c'était à la découverte du Brésil. Et pour ça, donc, c'est parti de. J'avais remarqué que Gabriel avait fait des petites chroniques dans Radio-Canada sur son expérience au Brésil. Et comme on est encore en vacances quand même et que c'est encore l'été, on s'est dit pourquoi pas aller faire une petite session à voyager un peu hors de la province. Donc j'ai contacté Gabrielle et elle a accepté de venir nous parler un petit peu du Brésil et de son expérience qu'elle a eue dans le pays. Donc, je vais tout simplement lui laisser la parole. Et puis, sachez que, comme d'habitude, on a un petit groupe. Donc, voilà, si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez une question, n'hésitez pas. Je garde toujours un œil, donc n'hésitez pas à faire un petit signe ou à mettre une question dans la conversation Zoom. OK? On est bon? Gabrielle, je te laisse la parole. Parfait, ben merci. Ben merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Puis c'est ça, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas. C'est très informel. Je vous ai présenté, j'ai préparé une petite présentation PowerPoint avec des images et quelques vidéos pour accompagner. Mais oui, voilà. Attends, je vais partager mon écran. Attendez. Vous le voyez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran, oui. Très bien, oui. Parfait. Donc, allons-y. Donc, c'est un peu l'ordre du jour de ma présentation. Donc, premièrement, je vais me présenter qui je suis. Je vais parler un peu de pourquoi je veux parler du Brésil, de mon parcours dans ce pays. Je vais parler des origines et du pays en général, donc sa géographie, la langue qui est parlée là-bas, parler un peu de sa culture, la nourriture, et puis quelques conseils de voyage que j'ai pour le Brésil, mais aussi juste en général dans n'importe quel voyage dans un pays étranger. Donc, je me présente, je m'appelle Gabrielle Lisée-Prine, je suis née et j'ai grandi à Regina et j'ai été à l'École Monseigneur de Laval pendant mon primaire et mon secondaire et j'ai gradué en 2013 avant d'aller à l'Université d'Ottawa où j'ai étudié en communication et en médias. Et c'est seulement en mai de cette année, donc ça fait seulement 3-4 mois là, que je suis revenue à Regina et que j'ai commencé à travailler à Radio-Canada Saskatchewan pour l'émission de Pour faire un monde. Donc, une chose qui me passionne beaucoup, c'est les voyages. J'ai eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Mais le pays que je vous dirais qui m'a le plus marqué, ça a été le Brésil. Donc, pourquoi cet intérêt pour le Brésil? Bien, mon premier voyage au Brésil, c'était en janvier 2018. Où je suis partie, en fait, avec ma sœur Dominique. On a fait un voyage de backpacking du nord jusqu'au sud du Brésil, tout le long de la côte. Et dès ce premier voyage, je suis vraiment tombée amoureuse de la culture et de ce pays. Je me suis dit, bon, je sais pas comment, mais je vais me retrouver ici, je vais habiter ou travailler ici un jour. Donc, en février, en janvier, j'ai eu l'occasion de voyager en Argentine et par la suite, je suis retournée au Brésil où j'ai rencontré en fait mon conjoint et j'avais l'intention de m'installer, d'appliquer pour ma résidence permanente et de pouvoir habiter au Brésil. Malheureusement, en mars 2020, c'était un temps un peu moins favorable pour le voyage puisque c'était le début de la pandémie. Donc, j'ai dû revenir au Canada pendant quelques mois. Et c'est en octobre de 2020 que j'ai pu retourner finalement au Brésil et que cette fois-ci, je suis restée pendant 6 mois et j'ai finalement reçu ma résidence permanente. Donc, dorénavant, j'aurai l'occasion de pouvoir retourner au Brésil, d'y vivre, peut-être d'y travailler un jour et de ne pas avoir à me soucier là, de visa. Fait que c'est un peu mon parcours au Brésil. J'ai eu l'occasion de faire 3 voyages et plus récemment d'y habiter pendant quelques mois. Donc, voici la ville où j'habitais
pendant les 6 derniers mois quand j'étais là la dernière fois au Brésil. C'est une petite ville ici, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, qui s'appelle Angra dos Reis. Donc, c'est à environ 1 heure et demie de Rio de Janeiro, qui est la ville la plus connue, la plus visitée au Brésil. Donc, ça se retrouve directement sur la côte. Et la photo que vous voyez ici, en fait, c'est la photo du balcon où j'habitais. Donc, on peut voir l'océan au loin, c'est beaucoup de plages, d'îles, puis aussi de montagnes. Donc, c'est vraiment de la nature tout autour. Et le quartier que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une favela. Donc, qu'est-ce que c'est une favela? C'est dans le fond, c'est comme une sorte de bidonville. Donc, c'est environ 6% de la population au Brésil qui habite dans ces sortes de quartiers qui sont vraiment tassés, serrés, et en fait, qui sont construits de manière illégale sur des collines. Donc, c'est surtout autour des 2 grosses villes de Rio et de São Paulo qui existent des favelas. Et à l'origine, en fait, les favelas ont une réputation d'être un peu dangereuses parce que c'était au départ des trafiquants de drogue qui avaient le contrôle. Donc, il y avait beaucoup de violence. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de favelas qui sont plus pacifiques, que c'est vraiment communautaire. Puis, c'est des beaux endroits où vivre. Mais par contre, c'est, oui, vraiment tassé en colline et c'est des passages vraiment étroits. Donc, quelques projets que j'ai eu l'occasion de faire quand j'étais au Brésil. Le premier, c'était la dernière fois que j'étais là, j'ai eu l'occasion de faire une murale. Donc, ça, c'était dans le centre-ville de Angra, où ce que j'habitais. Et j'ai décidé de faire cette murale qui représentait un peu moi, mon parcours, et puis de représenter un peu la Saskatchewan avec le blé en bas, et aussi Angra, ma deuxième maison au Brésil, avec le ciel un peu plus tropical. J'ai aussi eu l'occasion de faire une exposition de photos dans 3 différentes villes, en fait, proches de Angra, et ça portait sur la thématique de l'art Caiçara. Et Caiçara, c'est des gens qui, en fait, c'est les premiers habitants du Brésil qui ont été un mix des personnes indigènes et des Portugais qui ont colonisé le pays. Donc, c'est ça, c'est des gens qui habitent encore de manière traditionnelle, surtout de la pêche, de l'artisanat sur les côtes du Brésil. Donc, je voulais vous montrer quelques photos là, qui étaient dans l'exposition. Donc, qui montrent ici, c'était la restauration en fait d'un bateau de pêche qui est fait en bois. Donc, ils l'ont repeinturé. Ici, on voit quand ils le remettaient dans l'eau qu'il allait, c'est ça, être lancé pour la pêche pour la première fois. Et d'autres photos, ici, c'est une île qui s'appelle Ilha Grande, donc la grande île qui est juste à côté d'où j'habitais. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont caiçaras et qui habitent de façon traditionnelle sur cette île-là. Donc, encore les pêcheurs. On peut voir, il y a des grands marchés de pêche, de poissons plutôt aussi dans ces alentours-là. Donc, c'est vraiment, les gens habitent surtout de la pêche dans cet endroit. Donc, juste parler un peu des origines du Brésil. Donc, c'est un pays, c'est ça, de l'Amérique latine qui a été colonisé par les Portugais en 1500. Et avant ça, c'est des peuples indigènes qui habitaient, des autochtones qui habitaient sur le territoire. Donc, le nom auparavant était Pindorama de ce territoire, ce qui signifie la terre des palmiers. Et c'est lorsque les Portugais ont colonisé le pays qu'ils ont décidé de l'appeler Brasil, qui vient en fait du nom pau-brasil, qui est le nom de cet arbre ici, qui, c'est ça, les Portugais utilisaient beaucoup en fait parce que c'était un excellent bois pour construire leurs navires. Et il y a aussi une teinte rouge. Aujourd'hui, il y a très peu de cet arbre au Brésil parce qu'ils ont été vraiment coupés beaucoup par les colonisateurs vers le début. Il a été vraiment beaucoup exploité, mais le nom Brésil, qui vient de Brasil, est resté pour le pays. Donc, le Brésil, un peu sur la géographie, donc c'est un grand pays, c'est en fait le 5e plus grand pays au monde et sa superficie fait la moitié de l'Amérique du Sud. Et ces régions sont divisées en 26 États, mais on peut les diviser en 5 régions principales, donc le nord, le nord-est, le centre-ouest, le sud-est et puis le sud. Donc, c'est un peu la façon qu'on divise le pays. Et sa population, bien, il y a 213 millions d'habitants au Brésil
et ça signifie un tiers de l'Amérique latine de population, donc c'est vraiment énorme. Et comme vous pouvez voir, la majorité de la population habite vraiment dans le sud-est. Donc, il y a les deux plus grandes villes ici qui sont Rio et São Paulo. São Paulo, en fait, c'est la plus grande ville d'Amérique du Sud avec 18 millions d'habitants. Et comme vous pouvez voir, un peu vers l'intérieur du pays, il y a beaucoup moins de gens qui habitent dans ces régions. Donc, on retrouve en fait beaucoup de forêts, la forêt amazonienne, et il y a encore des gens indigènes qui habitent dans ces régions de façon traditionnelle, mais les gens se retrouvent vraiment plus le long de la côte des plages. Donc, c'est ça, la population du Brésil est vraiment très multiculturelle. Donc, en fait, ce mélange des gens, oui, européens, donc portugais, mais aussi des personnes autochtones qui viennent du territoire. Et il y a eu aussi beaucoup d'esclaves qui ont été apportés, surtout dans le nord du Brésil, pour l'exploitation surtout de canne à sucre. Donc, on retrouve vraiment ce mélange-là là, de ces différentes cultures africaines, autochtones, européennes. Et européens, ça vient, oui, des Portugais qui ont colonisé le pays, mais il y a aussi énormément d'Allemands, il y a des gens de l'Espagne, de plusieurs pays. Et plus récemment, on retrouve là, une grande population, surtout à São Paulo, de Japonais, qui en fait, à São Paulo, il y a des grands secteurs japonais où en fait, c'est la plus grande population à l'extérieur du Japon de personnes japonaises. Et on retrouve aussi dans quelques régions là, des Libanais, donc des gens d'un peu partout. Donc, la langue qui est parlée au Brésil, c'est le portugais. On a tendance à penser à l'Amérique du Sud, à l'espagnol, puis c'est le cas pour le reste des pays. Mais en fait, le Brésil, c'est le seul pays d'Amérique du Sud où on parle le portugais. Et bien que c'est dans l'ensemble du pays, on le parle, il y a vraiment des accents très distincts, différents dans chaque région. Par exemple, moi, j'ai appris à parler dans la région de l'État de Rio. Donc, c'est la façon de parler. Par exemple, on dit, disons, pour fête, dans d'autres régions, ils vont dire festa. Et nous, par exemple, on va dire comme un CH, donc festa. Donc, c'est très différent la façon de parler. Et en fait, j'ai été surprise que c'est seulement environ 5 de la population au Brésil qui parle l'anglais et le français encore moins. Donc, c'est vraiment le portugais qui est parlé et parfois l'espagnol, puisqu'il y a beaucoup de touristes là, qui viennent des pays autour, surtout de l'Argentine et du Chili. Il y a des touristes qui viennent de ces pays-là. Donc, ils s'adaptent un peu pour les touristes de la région. Donc, je voulais vous donner, c'est ça, moi, la première fois que j'étais au Brésil, je ne parlais pas beaucoup de portugais et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais, ça a été quand même difficile pour la communication. Donc, dans la dernière année et demie, je me suis vraiment mise à l'apprentissage du portugais et je voulais partager quelques conseils là, qui ont été pratiques pour moi dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, que ce soit pour le portugais ou pour n'importe quelle langue. Donc, moi, ce que j'ai fait dans la dernière année qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai commencé à prendre des cours en ligne. Puis, il y a plusieurs plateformes qui peuvent servir à ça. Celle que j'utilise s'appelle Preply. Et la chose que j'aime bien des cours en ligne, c'est que ça permet en fait d'avoir un enseignant du pays de la langue que vous essayez d'apprendre. Donc, ça permet d'apprendre aussi vraiment la façon dont les gens parlent pour de vrai et aussi sur la culture de ce pays-là. Et je trouve aussi ça pratique là, parce que ça me permet d'ajuster mes cours en fonction de mon horaire quand j'ai envie d'en prendre. Donc, des fois, je vais en prendre 1 fois, 3 fois par semaine. L'autre chose que je trouve vraiment pratique, c'est de toujours avoir comme en arrière-plan soit un podcast, de la musique, des audiolivres qui jouent qui me permettent en fait de pratiquer mon écoute de cette langue-là. Et j'utilise aussi des applications là, sur mon cellulaire, que ce soit Duolingo, qui est un excellent, Babel, qui permettent de faire des petits exercices là, pour se pratiquer. Et puis, j'aime aussi regarder beaucoup des séries, des films, des vidéos sur YouTube de ce pays pour me pratiquer, pour pratiquer mon écoute. Sorry, this is a Zoom I'm supposed to be. Pardon? OK. Désolée, je vous... Attends, une seconde. OK.
Donc, et aussi, je trouve que c'est pratique là, d'avoir vraiment des conversations avec les gens. Si vous avez l'opportunité de rencontrer des gens qui parlent la langue, juste de pouvoir parler, c'est vraiment pratique, là. Donc, je voulais vous présenter en fait c'est ça, le Brésil a beaucoup de différents styles de musique, puisque ça a toutes ces origines-là de différentes cultures africaines, européennes. Mais le plus populaire, selon moi, c'est le bossa nova. Donc, je voulais vous présenter, si ça fonctionne, juste un petit extrait de cette chanson qui s'appelle Águas de Março, qui est une des chansons les plus célèbres, en fait, du Brésil et que j'aime beaucoup, qui est du style de bossa nova. Donc, vous me direz si vous l'entendez. On l'entend, mais de loin. OK, c'est pas très fort. Bon, ben, je vais pouvoir partager la présentation aussi si vous voulez l'écouter par la suite. Mais pour voir un peu, tu sais, le style du bossa nova, c'est très délicat, très beau. Puis ça, c'est deux des artistes les plus célèbres du Brésil. Puis je voulais aussi vous présenter une chanson qui est plus récente, donc qui montre un peu le style, un mix du style funk et MPB, qui est la musique populaire du Brésil, qui est un peu plus le style écouté aujourd'hui au Brésil. Jovem, me falta ar, mas quero beijo. Me sinto jovem, só de fazer você feliz. Finge que a pedra da Gávea é um vulcão. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, là, c'était... Ouais, donc ça montre un peu, tu sais, le style, mais il y a beaucoup d'autres styles. Le Brésil est vraiment populaire pour la samba, forró. Donc, j'adore la musique brésilienne, je trouve ça super beau. Donc, un peu sur l'art du Brésil, encore une fois, il y a beaucoup d'influences pour l'art brésilienne. Ça, c'est une artiste, en fait, que j'aime beaucoup, ma préférée, qui s'appelle Tarsila do Amaral. Et elle vient, c'est ça, de Rio. Et ça, c'est probablement une des peintures qui est les plus populaires au Brésil. Celle à la gauche, en fait, représente vraiment la diversité multiculturelle des Brésiliens. Puis celle à la droite, on retrouve dans plusieurs musées. Ça a été probablement une des peintures les plus reconnaissables brésiliennes. Et un autre artiste que j'aime beaucoup qui fait des murales au Brésil, mais aussi à travers le monde, c'est Eduardo Cobra, qui vient de São Paulo. Et c'est ça, il utilise beaucoup ces idées de personnes représenter des visages de différentes cultures avec plusieurs couleurs. Celle à la gauche, en fait, c'est une murale qui a été créée pour les Jeux olympiques à Rio en 2016 et que c'est un vraiment long mur. C'est énorme et vraiment impressionnant à voir, mais on retrouve vraiment ces murales à travers le monde. Donc, parler un peu du carnaval, le Brésil, et c'est une des choses, je pense, quand on pense au Brésil, on pense aux plages, au soccer, et pour moi, le carnaval, ça représente vraiment la culture brésilienne. Donc, le carnaval, c'est une célébration qui, normalement, a lieu pendant une semaine de façon traditionnelle, pendant le mois de soit fin février ou début mars. Et les plus grosses célébrations, en fait, ont lieu à Rio et à Salvador, qui est plus au nord du pays. Donc, on retrouve en fait deux sortes principales de célébrations pour le carnaval. Donc, il y a celle, comme on voit à gauche, où c'est des spectacles plus où ce qu'on paye pour voir un spectacle et des gens font de la danse, ils ont des grosses, genre des floats, là, un peu comme une parade. Et celle qu'on voit ici, c'est dans le Sambodrome, qui est vraiment fameux à Rio. Et l'autre type de carnaval qui, en fait, est célébré un peu plus par les jeunes, mais aussi par tout le monde, les vieux, les enfants, c'est des fêtes de rue, donc on appelle des blocos. Et c'est souvent, il va y avoir comme une scène avec de la musique qui joue et les gens font juste se réunir dans les rues et célèbrent. Et souvent, les gens vont porter des costumes pour s'amuser, pour célébrer.
et parler un peu des sports du pays. Donc oui, il y a le soccer, ou au Brésil, ça s'appelle le football, là, qui est vraiment le sport le plus populaire. Je dirais que comme au Brésil, c'est presque comme une religion pour eux. Là. C'est quand il y a un jeu de football qui se passe, on l'entend partout dans les rues, tout le monde le regarde, donc c'est vraiment une grosse partie de leur culture. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter, d'aller voir quelques joutes dans le fameux stade à Rio de Maracana. Et l'ambiance est vraiment folle. Tu achètes un billet pour t'asseoir, mais il n'y a pas une seule personne qui se retrouve dans son siège. Tout le monde est debout, tout le monde crie. Donc, c'est vraiment une ambiance vraiment vivante. Et l'autre sport dont je voulais parler, qui est peut-être un peu moins connu, c'est la capoeira. Donc, la capoeira, en fait, c'est un art martial qui origine du Brésil. Puis en fait, ça l'origine de l'esclavage des Africains dans le pays. Donc, je voulais vous montrer en fait un extrait de ce documentaire qui a été créé par celui-ci récemment, qui parle en fait d'une famille brésilienne qui s'est installée à Toronto et que en fait leur fils est malade et que le père et la mère utilisent la capoeira comme une façon pour aider leur enfant et pour sentir la force pour pouvoir passer à travers ces épreuves difficiles. Donc, si vous avez la chance, c'est un documentaire d'environ 25 minutes là, qui explique, je trouve, bien les origines de la capoeira et aussi qui est une belle histoire là, émouvante d'un couple brésilien qui est installé au Canada. Fait que je vais jouer un extrait ici. Je vais mettre les sous-titres, devraient être en français. Donc, attends, il faut que je repartage en là. Est-ce que vous voyez présentement ma présentation ou la vidéo YouTube? And I let capoeira work on me. They start to dance. And when we do capoeira, we do feel the ancestrality. If you close your eye or just open your hand, you can feel that you are strong enough to keep fighting. Donc voilà. Donc je trouve que ça explique bien un peu c'est ça, les origines de la capoeira, c'était une forme de résistance de la part des esclaves qui ont été apportés surtout dans le nord du Brésil. Et comme il disait, lorsque les maîtres les attrapaient en train de se pratiquer, ils commençaient à danser. Donc c'est devenu comme une sorte d'art martial, mais aussi une sorte de danse avec de la musique aujourd'hui. Et ça a été légal pendant très longtemps au Brésil parce que c'était vu comme une forme de résistance. Mais plus récemment, ça a été plus reconnu comme quelque chose qui fait vraiment partie de la culture du Brésil. Et maintenant, il y a des compétitions et c'est reconnu vraiment comme un sport au Brésil. Mais ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'il n'y a aucun contact physique. Donc, c'est vraiment plus comme une danse où les gens sont en harmonie et ils se touchent pas du tout, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Donc, un peu sur la nourriture au Brésil. Donc, je pense que quand on pense au Brésil, on pense souvent au Brazilian barbecue qui est vraiment célèbre, mais il y a toute une différente sorte d'aliments qui sont vraiment populaires. Et je dirais que le plus populaire à travers le pays, c'est le feijoada, donc le plat qu'on voit à la gauche, qui est en fait de riz. Et c'est une sorte de bouillon de fèves, donc de féjons, qui est mélangé en fait avec différentes parties de l'animal qu'on n'utilise pas, donc souvent des oreilles, des queues, des pattes. Et ça origine en fait des esclaves qui étaient dans le pays qui n'avaient pas accès à la viande de qualité, mais qui ont créé ce plat qui maintenant est comme le plat principal du Brésil, qui est mangé par la majorité des familles le dimanche. Et c'est souvent servi avec des oranges, avec du chou frisé, du kale, une petite salade et du farofa. Et le farofa, c'est souvent ajouté à la majorité des repas au Brésil. Et en fait, ce que c'est comme de la poudre de manioc,
c'est comme une sorte de patate qui est grillée et qu'on ajoute par-dessus le repas. Donc, moi, quand j'étais là, presque tous les jours, c'était un peu ma diète de base, c'était du riz, des beans, une salade avec d'autres choses ajoutées. Et aussi, un dessert, en fait, qui est vraiment populaire au Brésil, c'est le açaï. Donc, ça vient de cette baie qu'on retrouve ici, qui vient de la forêt amazonienne et qui, en fait, n'est pas sucrée du tout. Donc, souvent, les peuples autochtones vont intégrer le açaï dans la majorité de leurs repas de façon soit salée ou sucrée. Mais dans la majorité du Brésil, c'est consommé de façon sucrée. Donc, c'est transformé en une sorte de crème glacée ou ce qu'on ajoute par la suite du granola, des fruits et d'autres garnitures par-dessus. Puis l'image qu'on voit en bas à droite, ça s'appelle des salgados. Donc, ça, c'est aussi un des repas rapides les plus populaires au Brésil, qu'on retrouve un peu partout dans les rues, dans les commerces. Puis c'est juste différentes sortes de pâtes frites avec soit de la viande ou du fromage à l'intérieur. Puis je dirais que c'est probablement la chose qui est mangée le plus au Brésil. Mais j'aime aussi beaucoup, là, puisque c'est un pays tropical, il y a beaucoup de différentes sortes de fruits, que ce soit des mangues, des bananes, des ananas. Fait qu'il y a beaucoup de fruits frais qui poussent partout. Donc, si vous avez la chance, c'est de vous rendre au Brésil, qu'est-ce qu'il y a à visiter? Bien, il y a vraiment beaucoup. Je pense que quand on entend le Brésil, souvent on pense directement à Rio, qui a notamment le Christ, la grosse statue sur la montagne, le Pão de Açúcar, qui est la petite montagne qui va vers le Christ, les grosses plages de Copacabana. Fait que oui, il y a beaucoup de super belles plages au Brésil, des montagnes, des monuments à visiter. En bas, vous pouvez voir, c'est la capitale qui est Brasilia, qui se retrouve au centre du pays. Et en fait, ce qui est intéressant de cette ville-là, c'est l'architecture. Donc, toute la ville est construite dans la forme d'un avion. Puis, c'est ça, il y a plusieurs musées, des bâtiments qui sont vraiment reconnus pour leur architecture. Il y a aussi toute la nature du pays. Donc, on retrouve bien sûr la forêt amazonienne qui est des forêts, des chutes d'eau incroyables. Mais il y a des parcs tout à travers le pays là, qui sont vraiment beaux, où on retrouve beaucoup des chutes d'eau, des sentiers de nature. Mais un de mes endroits préférés, c'est l'image en bas à droite, qui est la ville de Salvador, qui est plus au nord du pays, dans l'État de Bahia. Et le quartier qu'on voit ici, donc on peut voir, c'est très coloré, c'est des bâtiments qui sont très coloniaux. Et ce quartier s'appelle Pelourinho. Donc, c'est un quartier où en fait, c'est ça, qui est très touristique, qui est visité et qui vient un peu de l'époque de la colonisation portugaise et de l'esclavage. Et à Salvador, on peut voir ici dans les rues, il y a un groupe qui s'appelle Uludum, qui est vraiment populaire, qui vient en fait de la communauté noire du pays. Et ils vont jouer en fait dans les rues de ce quartier. À tous les mardis, ils se promènent pour jouer du tambour, mais aussi pour plusieurs spectacles, pour des célébrations. Donc, je voulais vous jouer un petit extrait aussi de ce groupe. Donc voilà, ça vous donne une idée, c'est vraiment le fun à assister. Là. Moi, à tous les mardis, j'étais dans la rue pour chanter, des gens qui dansent en soirée, donc c'est vraiment le fun. Et donc, pour voyager au Brésil, si vous avez l'occasion de vous rendre, comment est-ce qu'on peut se rendre au Brésil? Donc, ce qui est le fun, c'est qu'il y a environ 2 ans, les Canadiens n'ont plus besoin d'un visa pour aller au Brésil. Donc, vous pouvez juste acheter un billet d'avion et vous rendre directement.
La limite du temps que vous pouvez passer, c'est 3 mois par année. Et vous pouvez aussi appliquer pour une extension d'un visa pour rester pour un total de 6 mois par année dans le pays. Et il y a souvent des vols qui partent de Toronto pour se rendre directement à Sao Paulo ou Rio. Donc, c'est souvent des vols directs ou c'est ça, si on veut visiter d'autres parties du pays, on peut se rendre à Sao Paulo ou Rio et voyager à partir de là. Souvent, c'est ça, je me rendais à Rio et à partir de là, soit je faisais du covoiturage, je prenais des autobus ou les vols aussi ne sont pas trop chers là, à l'intérieur du pays. Donc, des conseils de voyage que j'ai pour le Brésil, mais aussi pour n'importe quel pays que vous alliez, soit au Mexique, des pays d'Amérique du Sud ou vraiment un peu n'importe où. Pour moi, la première chose que j'aime faire quand je voyage dans un pays, c'est de m'acheter une carte SIM locale. Donc, souvent, quand on voyage, nos plans de cellulaire canadiens peuvent être assez dispendieux là, quand on est à l'étranger, si on veut pouvoir appeler les gens, utiliser des données. Donc, au Brésil, on peut s'acheter une carte SIM pour environ 10 puis ça se vend dans les stations d'essence, dans les rues un peu partout. Et la compagnie que j'aime utiliser s'appelle Claro et c'est vraiment pratique parce qu'en fait, c'est une compagnie qui existe à travers l'Amérique du Sud. Donc, si on voyage d'un pays à l'autre, ça nous permet de pouvoir garder la même carte SIM et de pouvoir accéder, c'est ça, pouvoir appeler, texter et utiliser des données sur place. Le deuxième conseil que j'ai, c'est malheureusement, oui, ça existe, il y a beaucoup de pickpockets puis des gens qui volent les appareils électroniques, donc ça inclut les cellulaires au Brésil. Je me suis fait déjà voler 2 cellulaires quand j'étais là pendant le carnaval, quand il y a des foules. Ils sont vraiment habiles, donc souvent on ne le remarque pas. Soit qu'il va y avoir une personne qui est en train de vous parler, que la deuxième personne va vous piquer vos affaires sans que vous en apercevez, ou directement dans les foules, ils vont pouvoir les prendre et s'échapper assez rapidement. Donc maintenant, je me promène toujours avec un deuxième cellulaire qui est un peu moins bon. Donc j'apporte, disons, mon iPhone principal, je vais le garder soit à l'hôtel ou dans ma chambre où ce que je reste dans un cadenas et je vais me promener avec un deuxième cellulaire là, qui est un peu moins dispendieux, comme ça, si ça se fait voler, c'est un peu, un peu moins dommage et dispendieux à remplacer. Parce qu'au Brésil aussi, les appareils électroniques sont extrêmement chers. Donc, par exemple, pour un iPhone ou des produits Apple ou les électroniques, en général, c'est presque le double du prix de ce qu'on paye ici. L'autre conseil que j'ai, c'est d'utiliser des applications sur notre téléphone. Donc, moi, c'est vraiment super pratique là, quand je voyage d'avoir, par exemple, Google Traduction. C'est mon meilleur ami quand je voyage si je parle un peu moins bien la langue. D'avoir aussi les cartes à notre disposition sur notre cellulaire. Il y a aussi des applications, par exemple, pour Lonely Planet, qui est une excellente ressource qui donne des conseils de voyage, des places à visiter dans différents endroits. Et aussi pour utiliser, par exemple, Uber pour pouvoir se déplacer, selon moi, c'est la méthode la plus sécuritaire, comparée même à des taxis. Et c'est très peu dispendieux dans beaucoup de pays d'utiliser des Uber. Au Brésil, ils ont une autre compagnie qui s'appelle 99 qu'ils utilisent, mais c'est comme l'équivalent de Uber ici au Canada. Le dernier conseil de voyage que j'ai, c'est de réserver à l'avance, surtout les logements et surtout pendant la saison haute au Brésil. Donc, la saison haute au Brésil, c'est souvent de janvier jusqu'à mars. Donc, en fait, puisqu'ils se retrouvent dans l'hémisphère sud, ils ont l'été opposé à nous. Donc, présentement, c'est leur hiver et l'été commence souvent en janvier. Donc, c'est aussi leur vacances d'été, c'est le temps de Noël, le Nouvel An et les débuts du carnaval. Donc, c'est un temps extrêmement occupé où il y a des touristes qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc, les places à rester se réservent très rapidement et si vous attendez là, quelques semaines, même avant, ça peut être jusqu'à 10 fois le prix là, que vous payez pour un logement. Donc, j'ai appris cette leçon-là aussi. Là, maintenant, je réserve bien à l'avance si j'ai des plans, qu'il y a des choses que je veux visiter pendant l'été là-bas. Et niveau sécurité, comme je vous ai dit, c'est ça, il y a des gens souvent qui vont essayer de voler les choses, soit les cellulaires, les caméras.
Donc, quelques conseils que j'ai pour voyager en général, peu importe le pays. Surtout en tant que femme, je trouve quand je voyage toute seule, j'ai besoin de prendre des précautions parce qu'on ne sait jamais les intentions des gens. Donc, le conseil numéro 1, je trouve, c'est de ne pas se promener seule, surtout la nuit. On devient une cible et ça peut être plus difficile de se protéger. D'éviter aussi de porter des objets de valeur évidents, donc des bijoux, des montres, ça inclut aussi les électroniques, d'avoir une grosse caméra, ça peut attirer l'attention. De ne pas sortir son cellulaire dans la rue autant que possible. Donc, si vous êtes perdu ou si vous voulez vous référer, peut-être attendre jusqu'à ce que vous trouviez un commerce ou un endroit sécuritaire pour pouvoir le sortir. Aussi, si vous allez à la banque et vous voulez sortir de l'argent d'un guichet automatique, il y a certains guichets qui se retrouvent dans la rue, mais selon moi, c'est mieux d'attendre que vous pouvez vous rendre à une banque pour sortir de l'argent à l'intérieur de la banque où ça va être plus sécuritaire, où il y a des gardes de sécurité qui assurent qu'il n'y a personne qui va vous voler. Aussi, avoir des photocopies des documents. On ne sait jamais, peut-être qu'on peut se faire voler son passeport, d'autres documents ou bien le perdre. Donc, je trouve que c'est vraiment important de faire des photocopies de tous ces documents et de se promener aussi toujours avec une photocopie de ces documents-là. Également, ce que j'aime faire, c'est de prendre des photos de tous mes documents et de les avoir de façon électronique. Comme ça, si, par exemple, vous perdez votre photocopie, vous avez tout le temps cette preuve-là électronique aussi que vous pouvez avoir accès. Et discret, donc ça revient un peu à ne pas avoir trop de choses et d'objets de valeur. Et aussi de ne pas avoir l'air trop perdu. Donc, même si vous vous prenez dans la rue, vous n'êtes pas certain exactement où vous allez, une certaine confiance peut éviter d'avoir l'air comme une cible facile des gens qui veulent voler des objets de valeur. Donc, vous pouvez attendre peut-être de vous rendre quelque part de confiance pour demander de l'aide pour des directives ou si vous avez des questions, plutôt que d'avoir l'air perdu dans les rues. Et aussi de toujours être alerte de ses environs, être au courant de ce qui se passe autour de nous, s'il y a des gens qui nous regardent, qui nous suivent. Juste porter attention à ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est ça. Comme Claire avait mentionné, j'ai fait une chronique sur le Brésil à l'émission Pour faire un monde, que vous pouvez en fait retrouver sur l'application ou le site web de audio de Radio-Canada Saskatchewan. Donc, j'ai touché un peu à 3 thématiques que j'ai abordées aussi un peu pendant la présentation d'aujourd'hui. Donc, j'ai parlé un peu, j'ai dressé un portrait du Brésil, parlé un peu des origines du pays, la sécurité lors du voyage et moi, ma propre expérience d'habiter au Brésil, comment ça s'est passé et la culture là-bas. Donc, ça résume un peu. Si vous voulez continuer à écouter là, un peu par rapport au Brésil, là, vous pouvez retrouver ces 3 segments de cette chronique-là. Donc, voilà, ça conclut ma présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis ouverte. Je vais essayer de voir, est-ce que je vois tout le monde? Ouais. Michel, tu avais une question? Oui. Tu parlais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de Japonais au Brésil. Qu'est-ce qui amène les Japonais là-bas? C'est une bonne question. Donc, les Japonais, en fait, ne sont pas vraiment à travers le pays. Ils sont vraiment plus concentrés surtout à São Paulo. Donc, pourquoi ils se sont installés dans cette ville, je ne suis pas certaine, mais il y a une énorme population. Même quand je me promenais au centre-ville, il y a des anciens quartiers là, dédiés aux Japonais. Donc, ce qui les a attirés dans le pays, je ne suis pas certaine, mais ils sont vraiment concentrés là, dans cette ville-là. Moi, j'avais une autre question. Oui, quelle sorte de système d'éducation ils ont là-bas? Oui, donc le système d'éducation, en fait, est assez semblable à nous pour le primaire et le secondaire. Donc, c'est-à-dire que c'est gratuit, mais c'est plus au niveau universitaire que ça change un peu. Donc, ils ont en fait le système universitaire gratuit qui est payé par l'État, qui est en fait plus difficile à rentrer. Donc, c'est très exigeant en termes et c'est bien réputé aussi. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui sont gratuites, mais sont plus difficiles d'accès. Et les universités privées sont normalement un peu plus faciles d'entrer, mais assez dispendieuses. Donc, la majorité de la population ne peut pas se permettre d'aller à des universités privées. Donc, oui, c'est un peu
c'est un peu ça. Mais c'est assez semblable à ici, le système d'éducation primaire, secondaire. La majorité des gens travaillent dans quel milieu? Est-ce que c'est plutôt que agriculture ou dans la grande ville, qu'est-ce qu'ils font exactement? Je veux dire, y a-t-il des grosses compagnies? Bien, c'est ça, ça dépend vraiment des régions. Fait qu'il y a des régions où c'est beaucoup plus, c'est dans le où ce que c'est tout le long de la côte, oui, il y a beaucoup la pêche qui est populaire. Dans l'intérieur, comme vous avez vu, il y a une grosse section où c'est beaucoup moins peuplé. Fait qu'autour des terres plus intérieures du pays, oui, il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de production de viande, de bois aussi à cause de la forêt amazonienne. Mais on retrouve les grosses métropoles là, qui sont comme Rio, São Paulo et Salvador, qui sont les 3 plus grandes villes, où c'est des grandes villes, il y a beaucoup de bâtiments, donc on retrouve vraiment différentes sortes de métiers. Mais oui, je vous dirais que la plupart du pays est dédié à l'agriculture, à la pêche, encore exploitation des ressources naturelles. Merci. Il y a d'autres questions? Est-ce que tu as, je regardais les dates, par rapport à la COVID, comment tu as vécu tes voyages? Oui. Ouais, la COVID a rendu mon voyage certainement le plus compliqué. Comme je vous disais, dans mon deuxième voyage, j'y suis allée en février 2020. Donc, c'était un peu au début de la COVID. Et j'étais en fait partie en camping pendant 3 semaines parce que je n'avais pas accès à mon cellulaire. Donc, j'étais un peu déconnectée de ce qui se passait dans le monde extérieur. Donc, à mon retour à la civilisation là, en mars 2020, j'ai été un peu sous l'effet du choc de voir la situation mondiale de la COVID et j'ai dû vraiment rapidement, là, en dedans de 3 journées, booker un avion pour pouvoir revenir au Canada. Donc, toute cette situation-là aussi, tu sais, quand je suis retournée au Brésil, j'étais quand même surprise. Tu sais, je pense qu'on l'a entendu là dans les nouvelles, le président Bolsonaro n'était pas très encourageant la population de se faire vacciner ou, aux mesures sanitaires. Mais c'est ça, chaque ville a vraiment décidé comment ils allaient contrôler la COVID de leur façon. La ville où j'habitais à Angra, c'était quand même vraiment bien. Tout le monde portait des masques, même dans la rue, dans les commerces. Ils respectaient la distanciation sociale. Il y avait des stations pour se laver les mains, même dans les rues, que j'ai trouvé excellent. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas partout. Il y a d'autres villes où la distanciation sociale n'était pas respectée. Moins de gens portaient de masques. Et encore maintenant, le niveau de vaccin, de vaccination est beaucoup plus bas au Brésil. Ça a pris assez longtemps, là, surtout à cause de leur président, d'avoir accès à la vaccination. Donc, je pense que maintenant, environ 60% de la population a une première dose et 30% sont entièrement vaccinés. Donc, tranquillement, pas vite, la situation s'améliore. Mais je pense on l'a vu dans les nouvelles là, que beaucoup de gens sont morts et ont été affectés de la COVID au Brésil. Sans rentrer dans votre vie personnelle, est-ce que votre conjoint a eu la permission de venir au Canada avant la pandémie, je veux dire juste avant qu'on ferme les frontières? Avez-vous eu le plaisir d'être en sa compagnie ou il est encore là-bas? Oui, malheureusement, il est encore là-bas. Donc, présentement, c'est ça, il applique pour un visa. Mais pendant tout le processus de la COVID, toutes les ambassades canadiennes étaient fermées au Brésil. Donc, il n'avait pas l'opportunité de pouvoir appliquer, de passer à travers le processus de visa. Il a un rendez-vous présentement en novembre pour appliquer pour un visa. Donc, on se croise les doigts que tout va fonctionner, mais pendant toute la COVID, le Canada était assez strict, là, surtout par rapport au Brésil où les cas étaient assez élevés, les variants, de ne pas accepter les voyageurs. Moi-même, mon retour au pays en mai de cette année, ça a été assez compliqué. Parce que, premièrement, je ne pouvais pas passer par les États-Unis. Il n'y avait pas de vol direct vers le Canada. Donc, j'ai dû passer par le Panama, qui était assez dispendieux, était un voyage d'à peu près 30 heures. Et j'ai ensuite fait la quarantaine d'hôtels à Toronto avant de pouvoir me rendre à Regina, terminer ma quarantaine ici.
Ça a été un processus d'environ 3 semaines, le retour. Oh mon Dieu, ouais. Ouais. Comme on dit, vous y avez goûté, c'est le cas de le dire. C'est dommage. Pardon? J'ai dit, c'est dommage que vous avez eu de la difficulté. Là-bas, votre conjoint est sécuritaire, il a eu sa vaccination, tout ça? Oui, heureusement, il y a ses 2 doses maintenant, donc il est très content par rapport à ça. Puis c'est ça, il termine en fait ses études en psychologie à l'université. Donc, même les universités avaient fermé pendant un certain temps au Brésil, mais maintenant, ça a recommencé, là, donc il espère terminer ses études bientôt. Est-ce que là-bas, les centres de vaccination sont aussi efficaces qu'au Canada ou en Europe? Là-bas, je sais qu'ici, tu sais, qu'en Saskatchewan, à Regina, je trouvais ça pratique. Tu sais, on avait avec les voitures, c'était quand même assez efficace. Au Brésil, de ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les villes et partout dans le pays, mais c'était plus par rendez-vous dans les cliniques qui le faisaient. Je pense parce qu'ils avaient plus un nombre limité de montants de vaccins. Ça s'est fait plus graduellement au cours de la population, donc un peu moins rapidement. Donc, peut-être un peu moins efficace que ça l'a été dans d'autres pays. au point de vue scolarité, est-ce que la langue officielle là-bas, c'est le portugais, comme vous avez dit? Est-ce que la seconde langue, c'est l'anglais, le français ou… C'est l'espagnol, en fait, parce que tu sais, dans le reste de l'Amérique latine, on parle l'espagnol. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus important d'apprendre l'espagnol que d'autres langues. La troisième, je dirais que c'est certainement l'anglais, surtout à cause de tu sais, les gens qui travaillent avec des gens à travers le monde ou d'autres touristes qui viennent. Mais comme j'ai dit, c'est ça, il y a seulement environ 5 à 10% de la population au Brésil qui parle anglais. Le français encore moins. Donc, la majorité des gens parlent seulement portugais, surtout dans l'intérieur du pays. Le long des côtes, les métropoles, les gens vont parler espagnol, anglais de base, mais la majorité des gens parlent seulement portugais, oui. Donc, on a besoin de notre traduction, comme vous dites, fait que le téléphone et tout ça, là, le dictionnaire, comme on dit. C'est sûr, oui. C'est Merci. pratique. De rien, merci. Jacqueline? Moi, je voulais parler de politique avec Bolsonaro. Et puis, on en a justement discuté en rapport avec la COVID, parce que lui, c'était un anti-vaccin. Alors, c'était un peu ce que je voulais adresser, mais elle a déjà parlé de la situation vaccinale à cet endroit. Ouais, heureusement, ça s'améliore maintenant, mais ça a été, oui, assez mouvementé, beaucoup de manifestations aussi de la population là, contre Bolsonaro et toute la politique pendant la COVID. Mais c'est malheureux, là, il y a plus de 500 000 personnes qui sont mortes là, dans la dernière année et demie. Donc, ça a été une année difficile, certainement, pour le Brésil. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à Brasilia? À Brasilia, non, en fait, j'ai jamais visité. En fait, c'est ça, la capitale du Brésil était à Rio autrefois et elle a été changée à Brasilia, qui est plus à l'intérieur du pays. Donc, l'accès est un peu moins évident. C'est un peu plus loin, mais non, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter la capitale. J'avais une question. Je suis désolée, j'ai le chauffage, ça fait un peu un bruit de fond, mais quand tu parlais des visas, tu disais qu'avec le passeport canadien, il n'y avait pas besoin d'un visa. C'est un visa touriste que tu as besoin pour aller au Brésil ou en fait, peu importe. Non, si tu as un passeport canadien, tu n'as pas besoin de demander un visa touriste, en fait, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est ça. Donc, la première fois que j'ai été au Brésil, j'avais besoin d'appliquer pour un visa avec l'ambassade brésilienne. Et ça coûtait environ 60 $, mais ils ont changé la loi il y a environ 2 ans. Le Brésil a ouvert à beaucoup plus de pays, incluant le Canada, qu'on n'a plus besoin de visa pour entrer dans le pays. Donc, du moins que si ça vous restez moins du 90 jours par année, on n'a pas besoin d'appliquer pour un visa ou quoi que ce soit pour entrer dans le pays. Ouais. C'est cool. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Tout le monde a posé tout ce qu'il voulait, tout le monde a demandé ce qu'il voulait savoir. Bon, parfait.
Ben, on va peut-être pas. C'est parfait, c'est 14h54 là, 55 sur mon ordinateur. Donc comme ça, on va. Je pense que je vais vous laisser tranquille. Je voulais remercier beaucoup Gabrielle pour nous avoir fait la petite présentation là. C'était super bien fait. Avec toutes les étapes. Si tu es d'accord, tu pourrais, si tu es OK de la partager, la présentation, peut-être qu'on pourrait la mettre. Si les personnes veulent aller voir les vidéos pour le son, pour entendre mieux les petites vidéos qu'il nous a partagées. Oui, certainement. Et puis ensuite, quand l'enregistrement sera terminé, Margot va mettre le Connect-Aîné comme d'habitude sur notre site internet. Et puis, voilà, s'il y a des personnes, si vous entendez des personnes qui ont raté puis qui veulent aller le voir, ils peuvent toujours retourner le voir sur le site internet. Merci beaucoup à vous de l'invitation. Je suis tout le temps très contente de partager la culture et l'amour que j'ai pour le Brésil. J'espère que vous avez appris un peu plus sur le pays, mais si jamais vous voulez m'envoyer un message avec des questions ou, comme je vous dis, là, il y a aussi les chroniques que vous pouvez aller revoir sur Radio-Canada. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'aurais peut-être une dernière question pour Gabrielle. Oui, vas-y. Ça concerne c'est quoi le statut des aînés au Brésil? Comment on considère les aînés au Brésil? Bonne question. Bonne question. En fait, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une différente vision des aînés, puis il y a aussi des familles intergénérationnelles en général au Brésil. Par exemple, mon conjoint, lui, il a grandi dans la même maison que ses grands-parents. C'est assez commun, je pense, pour plusieurs d'habiter longtemps chez les parents et même d'avoir les grands-parents très présents dans la structure familiale. Donc, souvent, les grands-parents vont être très présents pour élever les petits-enfants. Donc, il y a cette vision très intergénérationnelle entre les familles encore, là, très communautaire pour élever les familles qui sont très proches. Et est-ce que les aînés, par exemple, vont terminer leur vie chez eux ou s'il y a comme ici, des institutions? Les institutions, si ça existe, j'en ai jamais vu au Brésil. Tout le monde, oui, c'est ça, habite soit chez leurs enfants ou termine dans leur maison. C'est pas vraiment la même mentalité d'aller dans un centre ou à la retraite. Et souvent aussi, les gens vont travailler beaucoup plus tard. C'est souvent d'après ce que j'ai vu de mon expérience, les gens vont travailler très longtemps, soit dans les marchés ou faire de la pêche toute leur vie. Donc, c'est un peu moins la vision de travailler, prendre la retraite. Et c'est ça. Donc, il y a beaucoup de pays du Sud comme ça où il y a cette vision. Enfin, au Mexique et tous ces pays, Pérou, tout ça, ils vivent beaucoup plus avec les générations vivent dans la même maison que c'est ça. Un peu moins maintenant, dans les villes, mais de façon, dans les petites villes, de façon encore dans la majorité du Brésil et comme tu dis dans l'Amérique du Sud, je pense que c'est encore la façon que ça se passe. Là. Merci. Génial. Bonne question. Parfait, super. Je vous remercie beaucoup à tous d'être venus. Là, dans 2 semaines, il y aura un autre Connect-Aîné, mais je suis désolée, je n'ai pas encore confirmation de ce que ce sera. Alors, on vous le mettra dans l'infolette, ne vous inquiétez pas. J'attends confirmation de la personne concernée. Mais quand même, dans 2 semaines, à 14h, même heure, même place, sur Zoom. Donc, voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci encore à Gabrielle. Et puis on se retrouve dans 2 semaines sur Zoom, comme d'habitude. Au revoir. Merci encore. Merci. À bientôt. Au revoir.